L'abbé Sieyès effectue, sous l'Ancien Régime, une carrière ecclésiastique. Emmanuel Joseph Sieyès est né en 1748 et il va décéder en 1836. Ainsi, sa vie va traverser la Révolution française et toute une série de régimes politiques dans lesquels il va jouer un rôle plus ou moins important. Emmanuel Sieyès est un ambitieux qui a avant tout fait une carrière ecclésiastique sous l'Ancien Régime pour jouer un rôle social, politique, important. C'était une manière, sous l'Ancien Régime, finalement, de faire carrière quand on n'avait pas de fortune, quand on venait d'un milieu modeste. L'Église était un moyen d'ascension sociale. Et Sieyès est quelqu'un qui va profiter des événements révolutionnaires pour s'imposer. En 1788, cet abbé, alors tout à fait inconnu, l'abbé Sieyès, gagne en popularité en publiant un texte qui s'intitule « Essai sur les privilèges ». Essai sur les privilèges qui est un pamphlet dans lequel il attaque violemment les privilèges de la noblesse. Et en 1789, Sieyès est élu député du tiers-État de Paris aux États généraux. Les États généraux qui ont été convoqués par Louis XVI, qui ne parvient plus à résoudre la crise financière, politique que traverse le royaume. Et Sieyès va d'emblée jouer un rôle de premier plan dans ce qui va devenir la Révolution. Et ce qui est particulièrement intéressant avec Sieyès, c'est que c'est quelqu'un qui traverse la Révolution. On le retrouve au tout début de la Révolution dès 1789, mais on le retrouve aussi 10 ans plus tard dans le coup d'État de Napoléon Bonaparte, dans le coup d'État du 18 Brumaire de l'an 8. Donc c'est vraiment quelqu'un qui traverse les régimes et qui a une ingéniosité politique et constitutionnelle exceptionnelle. L'un des textes les plus célèbres de Sieyès paraît en janvier 1789. C'est une brochure, en apparence modeste, mais qui va révolutionner le monde des idées avant même la révolution, en quelque sorte, politique. Cette brochure s'intitule « Qu'est-ce que le tiers-État » Qu'est-ce que le tiers-État ? Dans ce texte, Sieyès débute par quelques mots qui vont marquer la postérité. La société française est alors divisée sous l'Ancien Régime en 3 ordres issus de l'ordre féodal. Alors, il y a le clergé, le premier ordre, ceux qui, dans l'ordre médiéval, sont chargés de prier pour le salut de la société. Il y a la noblesse qui est censée combattre, faire la guerre, défendre la société. Et puis il y a tout le reste, ceux qui travaillent, ceux qui justement font vivre la cité, qui est en majorité paysanne, et puis aussi bourgeoise, qui est issue des villes, notamment où on pratique le commerce et l'artisanat. Et donc c'est ce troisième ordre qu'on appelle le tiers-État. Remarquons que déjà, Sieyès s'est fait élire comme député du tiers-État. Il aurait pu être élu du clergé. Non, il veut être élu du tiers-État, parce que ça a un vrai sens politique pour Sieyès. Alors, qu'écrit-il au début de cette brochure « Qu'est-ce que le tiers-État » ? Qu'est-ce que le tiers-État ? Écrit-il. Tout. Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique ? Rien. Que demande-t-il ? À devenir quelque chose. Vous voyez, c'est une sorte de slogan politique. Là, on a vraiment un art de la formule qui va marquer son époque. Voilà. Le tiers-État, c'est tout. On estime que le tiers-État représente à peu près 98% de la population française. Qu'est-ce qu'il est actuellement dans l'ordre politique ? Rien, dit clairement Sieyès. Qu'est-ce qu'il demande à être ? Tout simplement quelque chose. Dans cet opuscule qui va connaître un succès considérable, Sieyès décrit une nation émancipée du roi et tout entière résumée dans le tiers-État. Puisque le tiers-État représente 98% de la population et les 19/20 des revenus produits, alors il est la nation. Et donc il est normal
que le tiers-État, en tant que représentant de la nation, soit politiquement représenté. C'est lui qui fait fonctionner la nation. Par conséquent, le roi doit cesser de s'appuyer sur les ordres privilégiés, et notamment sur la noblesse, qui sont quantitativement insignifiants, pour fonder l'autorité sur le nombre. Seyès, c'est aussi la victoire du nombre. C'est la victoire de la légitimité démocratique. La nation, le tiers-État, doit davantage compter dans l'ordre politique parce que, tout simplement, ce sont les plus nombreux. Donc, avec Seyès, ce n'est plus la qualité qui compte. Par exemple, le fait d'être un noble, un aristocrate. Non, c'est la quantité qui compte. Et là, on change d'époque. Alors, Seyès se méfie grandement de la théorie rousseauiste de la souveraineté populaire. Pour Seyès, le peuple n'est pas capable, en tout cas actuellement, au début de la Révolution, d'exercer la réalité de la souveraineté. Et donc, Seyès va être l'inventeur d'une théorie qui va avoir beaucoup de succès à travers toutes les constitutions que la France a connues depuis la Révolution française. C'est la théorie de la souveraineté nationale. Et là, c'est un magnifique tour de passe-passe. Ce n'est pas le peuple qui est souverain, mais c'est la nation. Or, la nation, c'est beaucoup plus évanescent, c'est beaucoup plus flou, une nation. Un peuple, encore, bon, déjà, c'est pas ce qu'il y a de plus clair, mais on peut peut-être l'identifier matériellement. Mais une nation, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup plus complexe. Avec cette théorie, la souveraineté n'appartient pas à des personnes concrètes, à des citoyens ou au peuple, mais à une personne abstraite, la nation. Cette conception de Seyès, de la souveraineté nationale, implique plusieurs éléments. Déjà, elle permet d'avoir une démocratie indirecte. Puisque la nation peut être représentée, on peut avoir, justement, des élus, des représentants. La démocratie peut être indirecte. Deuxième possibilité, le suffrage peut être restreint. On n'est pas obligé d'avoir le suffrage universel. Un suffrage censitaire peut permettre de représenter la nation. Troisième élément, Seyès développe l'idée d'un électorat-fonction. Un électorat-fonction. Voter n'est pas un droit, mais une fonction réservée à certains citoyens aptes à représenter la nation. Autre conséquence, le mandat peut être représentatif et non pas impératif. Le mandat est représentatif et non pas impératif, c'est-à-dire que il y a des intermédiaires, des représentants de la nation qui jouissent d'un mandat général, libre, non révocable, et les représentants agissent à leur guise. Et donc les représentants ne sont pas tenus de rendre des comptes à ceux qui les ont élus. Et donc on ne peut pas, en tant qu'électeur, révoquer un élu dans la théorie de la souveraineté nationale, puisque la nation, en fait, fait confiance à des individus qui ensuite vont gérer au fur et à mesure et peuvent finalement faire évoluer leur position. Alors cette théorie de la souveraineté nationale a été vue dans l'historiographie, notamment dans l'historiographie marxiste, parce que la Révolution française a fait bien sûr l'objet de lectures très diverses, comme une réponse de la bourgeoisie libérale aux prétentions du peuple à la souveraineté. Et c'est pour ça qu'il y a une tension entre la théorie de la souveraineté populaire de Rousseau, de certaines aspirations populaires en 1789, puis qu'on va retrouver tout au long de la Révolution, et notamment, par exemple, sous la Convention, et cette souveraineté de la nation. Et pour Seyès, il s'agit d'éviter finalement que les citoyens les plus pauvres,
les plus incompétents, les plus ignorants accèdent au pouvoir et que ça provoque finalement des désordres encore plus importants. Alors cette théorie de la souveraineté nationale, elle va être retenue par les révolutionnaires de 1789. L'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen reprend clairement cette théorie. Je vous cite cet article 3. « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. » C'est la nation, c'est pas le peuple. « Nul corps, nul individu peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » On a très clairement un choix en faveur de la souveraineté nationale. De 1795, de la Révolution, du Directoire, jusqu'à 1946, toutes les constitutions françaises, ou presque, ont eu recours à la théorie de la souveraineté nationale, ce qui montre que la postérité de Sieyès a été ici considérable. Néanmoins, on trouve à certains moments, par exemple en 1848, des éléments de souveraineté populaire, et donc toute l'histoire politique et constitutionnelle française au XIXe et au XXe siècle est tiraillée entre, en quelque sorte, Rousseau et Sieyès, la souveraineté populaire et la souveraineté nationale. Et la question va bien sûr se poser en 1958, lorsque Charles de Gaulle, Michel Debré et puis tous les pères fondateurs vont écrire la constitution de la Ve République. Et la Ve République a cette formule ambiguë, très spécifique et difficile finalement à bien comprendre, qui entend faire une synthèse, un compromis entre Rousseau et Sieyès. C'est l'article 3 de la Constitution de la Ve République qui affirme « La souveraineté nationale », donc là on se dit Sieyès, appartient au peuple. Donc là on se dit Rousseau. Il y a eu une forme d'incapacité à trancher. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Il y a à la fois des représentants, souveraineté nationale, mais il y a aussi la possibilité d'un référendum. Et donc cette disposition, cet article 3, est un compromis qu'on va appeler démo-libéral, à la fois démocratique à la Rousseau, et puis libéral, entre guillemets, à la Sieyès. Donc on voit que, finalement, notre régime politique actuel n'a pas réussi à trancher entre ces deux immenses figures, Rousseau, le grand philosophe des Lumières, et puis Sieyès, la clé de la Révolution française.